Voilà, donc bienvenue à tous. Ce webinaire, c'est une initiative des Trois Principes Francophonie, une communauté affiliée à la 3PGC, 3PGC, la communauté mondiale des Trois Principes. Donc notre but, c'est de partager une compréhension qui transforme la façon dont on vit notre expérience humaine, celle que Sydney Banks a découverte, une compréhension qui nous ramène à notre bien-être naturel, à notre résilience et à une sagesse qui est présente en chacun de nous. Nous vous invitons à écouter avec un esprit tranquille, rien à analyser, rien à débattre, juste laisser les mots résonner, rester curieux et quand des questions montent, posez-les à partir de cette curiosité-là. Euh, Pour les trois principes francophonie, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Instagram, Spotify ou aussi sur YouTube pour découvrir nos autres contenus. Et si vous avez des idées de sujets pour un prochain webinaire, n'hésitez pas à les proposer. Alors, je suis très content aujourd'hui d'avoir pour la quatrième fois Robin Ah, qui vient euh, nous aider pour nos webinaires. Il a beaucoup de succès, d'ailleurs, en termes de vues sur YouTube. Euh, Robin est né au Royaume-Uni. Oui, tu me corriges si je dis des bêtises. De parents français. Et donc, il a rencontré sa femme qui est belge, Sabine, en Suisse. Ça fait déjà 4 pays. Et ils vivent maintenant, je crois, à Boston. Euh, 5 pays. 5 pays. Je sais qu'il adore le cinéma, comme moi, mais inversement à moi, il est doué en bricolage et en mécanique. Euh, Robin, c'est aussi auteur du livre Invisible Power que je vous conseille. Il a commencé sa carrière en tant qu'ingénieur chimiste, si je me souviens bien, chez Exxon. Et après, il a dirigé une entreprise internationale de plastique d'Exxon euh, et rejoint Arthur Little en 92 en Europe et à Boston, où il a dirigé et géré le North American Chemicals Practice. Après, ça ne m'intéresse plus, il a fondé Insight Management Partners, puis rencontré Ken Manning, et ils ont uni leurs forces pour développer et partager cette compréhension qu'on appelle aujourd'hui les trois principes. Aujourd'hui, donc, on a cette chance d'accueillir Robin. Merci d'être parmi nous pour parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous. Comment retrouver le silence intérieur quand l'esprit s'emballe? Alors, pour vous, n'hésitez pas à poser plein de questions dans le chat. On essaiera d'y répondre tous. Euh, et pour au début, en fait, ce serait très intéressant si vous nous parlez un petit peu des questions que vous avez par rapport à ce sujet, parce que le but, c'est pas d'avoir un cours magistral, mais d'avoir une interactivité avec vous. Donc, si vous avez des situations particulières, c'est encore mieux qui vous travaillent. On essayera Robin essayera de répondre à ça. Euh, donc le sujet, c'est comment retrouver le silence intérieur quand l'esprit s'emballe. Vous pouvez toujours, au moment où on parle, mettre votre petite main électronique en l'air et on regardera ça. Et puis dès qu'il y a un petit silence entre deux réponses, on reparlera. Euh, S'il n'y a pas de questions, moi j'en ai une dizaine ou une quinzaine, donc il n'y a pas, il y a pas de problème. Donc voilà, merci beaucoup Robin d'être là. Peut-être que tu veux ouvrir le débat et dire ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, et voilà. Merci Hervé de ton introduction juste et bienveillante.
si jamais il y a une coupure de mon son Internet, Hervé lève la main comme ça, je le sais parce que quand il y a eu coupures précédentes, de mon côté, tout semblait bien, alors j'étais pas au courant. Alors, signale-le-moi et j'arrête et puis je recommence. Euh, alors, ce que moi j'aime toujours, c'est euh, répondre aux besoins, répondre aux demandes, répondre à l'intérêt des gens avec qui je suis. Alors, ce serait utile d'avoir juste peut-être une question de tout le monde juste pour cibler le territoire parce que le sujet qu'on a sur table aujourd'hui est assez large. On peut l'approcher d'un côté physiologique, on peut l'approcher d'un côté psychologique et aussi d'un côté spirituel. Alors, si peut-être vous me dites, peut-être ceux qui le veuillent, me dites qu'est-ce que vous avez en tête à propos de ce sujet, euh, euh, m'aidera à être un peu plus ciblé avec ce que j'explique. Alors, et peut-être juste à haute voix, pas besoin de le mettre dans le chat, et pas tout le monde, juste quelques-uns, qui ont une question. Qu'est-ce qui vous intéresse avec le silence intérieur ou l'esprit qui s'emballe ou les deux? Ou- ah, Yael. Bonsoir. J'avais pas prévu de poser cette question, mais là, en écoutant, il y a ça qui monte. Euh, je vois bien que la plupart du temps, quand mon esprit s'emballe, j'ai le sentiment que je parviens dans la plupart des cas à comprendre ce qui se joue intérieurement pour moi sur le plan psychique au moment où je suis triggered par une injustice ou quelque chose comme ça, j'arrive très rapidement, en général, à voir quels sont les dossiers que ma mémoire a fait remonter à la surface comme une sorte de mémoire réflexe qui vient me représenter toutes les situations dans lesquelles j'ai pu, par exemple, si on reste sur l'exemple de l'injustice, être victime ou assister à une injustice et du coup, je sens bien que voilà, ça se représente à moi et ça m'apaise assez immédiatement de me dire, ah oui, ok, t'es en train de repartir dans des émotions du passé qui sont liées à telle et telle situation, etc. Mais ma question, c'est, euh, ça, j'ai l'impression que c'est le couloir, je vais l'appeler le couloir psychologique. En fait, c'est ce que j'ai appris à faire, voilà, on va dire en 30 années de thérapie diverses et variées. Je suis devenue plutôt pas une habituée de l'introspection et donc c'est des outils que j'arrive à manipuler, voilà, avec une certaine habileté. Mais j'aimerais bien maintenant avoir des outils qui me permettent de m'apaiser autrement que dans le couloir de la psychologie. OK. C'est clair comme Très, question? très clair et tu as aussi suggéré quelque chose qui marche, qui pour beaucoup de gens ne marche pas. Ça veut dire essayer de comprendre d'où vient le dérangement. Ça, je vais expliquer aussi pourquoi souvent c'est pas utile de prendre cette approche. Ouais, c'est parfait comme question. Merci à elle. Est-ce que vous voulez que je réponde à les questions une à une ou que je fais le tour et qu'est-ce que vous préférez comme groupe? Ok, peut-être, Yael, s'il te plaît, Moi, je dirais une à une. J'ai peur de. d'oublier. Je vais saluer ton esprit de synthèse, mais j'ai peur que le mien soit pas aussi puissant. Ok. Alors, pour répondre d'abord aux commentaires que j'ai faits, euh, pour la plupart de nos pensées,
on ne sait pas d'où ils viennent. Si tu regardes la croissance d'un enfant durant les premiers 9, même 18 mois, même 2 ans, on ne vit pas une vie verbale. Alors souvent, quand il y a quelque chose euh, qui a l'air de nous déranger, peut-être c'est un événement, peut-être c'est certains mots, souvent c'est extrêmement difficile de savoir exactement d'où ça vient. Imagine que à l'école, il y avait un garçon euh, avec des cheveux roux qui te taquinait en classe et qui te faisait pleurer. Tu avais 3 ans, tu étais à la maternelle, ben, tu es dans un ascenseur, tu as plus de 3 ans, tu as 40 quelque chose, et il y a un type qui rentre dans l'ascenseur avec des cheveux roux, et tu te sens un peu peur. Et d'après l'exemple que je donne, peut-être c'est une pensée qui a été relevée par le fait qu'il y a quelqu'un qui avait le cheveu roux et dans ton esprit, tu as fait ce, ce- cet accord, mais la plupart du temps, on n'est pas capable de savoir qu'est-ce que c'est. Et la raison pour laquelle j'explique, je te donne cette explication, je vous donne cette explication à vous tous, c'est que quand l'esprit s'emballe, il faut minimiser à quoi on pense. Alors toi, tu as eu la chance d'avoir beaucoup d'années de thérapie, alors sans doute avec ton thérapeute ou tes thérapeutes, tu as des pistes bien définies, tu as des sujets bien traités, tu sais où sont les clés, tes manières psychologiques. La plupart des gens n'ont pas ça. Alors dès qu'ils se mettent à penser, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Ça, ma mère, mon père, mon enfance, mon frère, ils sont en train de rajouter des pensées à l'excès de pensée qui est déjà là. Parce que l'esprit qui s'emballe, c'est un excès de pensée. Alors la chose la plus simple, c'est de ne pas chercher d'où ça vient. Je ne sais pas si vous avez jamais visité la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis, mais il y a une expression, on dit quand il fait mauvais, vous savez quelle est la stratégie? Quand le temps il fait mauvais, on attend. Parce que le climat chez nous change rapidement. On peut varier de 20 degrés centigrades dans une journée. Alors la phrase qu'on cite toujours, c'est s'il fait pas beau, tu attends. Bien, l'esprit, c'est la même chose. Si vous regardez ce qui se passe dans l'esprit à un niveau physiologique, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être c'est quelque chose qui euh, te rappelle quelque chose, peut-être c'est quelque chose où l'image te rappelle quelque chose. Euh, Peut-être, je ne sais pas, il y a quelque chose qui, d'une façon ou d'une autre, provoque une pensée de ton esprit. Si tu ne fais rien, la poussée de pensée ne dure que 45 secondes. Et durant cette poussée de pensée, il y a un analogue physiologique qui se passe en soi. Et l'analogue physiologique, c'est que d'après les pensées, le corps crée un analogue euh, euh, au niveau des sensations identiques à l'idée que tu viens d'avoir. Alors, par exemple, un enfant qu'on met dans une chambre et on éteint la lumière, l'enfant a peur. La peur vient des idées que l'enfant est en train de générer dans son esprit, pas exprès, mais les idées qui sont en train de se générer, et instamment, dès que l'idée est générée, le corps reproduit l'idée ou la pensée à un niveau physiologique, électriquement à travers le système nerveux et chimiquement à travers le sang, l'adrénaline, le cortisol, et reproduit dans le corps l'équivalent de ce qu'on est en train de penser. Tu vois un ami et tu remplis de sentiments d'amour et de bonté, ben, la même chose. Ton corps est en train de créer ces émotions ou ces sensations d'après les pensées qui sont en train de passer par ton esprit. Et ça se passe comme ça. Et si tu ne fais rien au niveau de pensée, ça ne dure que 45 secondes. Il y a une montée des produits chimiques dans ton sang
il y a une montée d'électricité dans ton système nerveux, et après 45 secondes, si tu n'as rien fait avec ces pensées, ça commence à se dissoudre et à se dissiper. Le cortisol, l'adrénaline, les autres hormones se rediluent dans le sang, et 45 minutes plus tard, on revient au niveau chimique et au niveau électrique où on était au début du moment de décollage de la pensée. Alors normalement, les poussées d'émotion ne durent que 90 secondes. Alors, j'ai une question pour vous. Pourquoi est-ce que normalement, quand les gens ils ont une réaction, ça dure plus que 90 secondes? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un a une idée? Ah oui, vas-y, Yael. Parce qu'ils ont une pensée qui nourrit une pensée, qui nourrit une pensée, qui nourrit une pensée. En anglais, on dit c'est un train de pensée. Un train avec plein de différents compartiments. C'est ça le problème. Tu as peur, tu commences à penser que tu as peur. Pourquoi j'ai peur? Je ne devrais pas avoir peur. Non, sois pas peur. Non, oui, tu devrais avoir peur. Peut-être c'est ma mère. Et puis les 90 secondes, les 45 secondes de montée ne sont plus 45 secondes. Ça peut être une heure, une journée, une semaine, ça peut être une vie. Alors l'astuce, c'est quand la montée d'émotion nous touche, c'est de les sentir, d'être présent mais sans y penser. Alors, est-ce que on peut faire une petite expérience, Yael? OK. Si je te demande comment tu te sens maintenant, qu'est-ce que tu me dirais? Bien. OK, quoi d'autre? Euh, j'ai pas d'autres. J'ai bien. Enfin, je sais. Normalement, quand on nous pose la question comment on se sent, c'est très utile de regarder. Parce que la plupart de nous, durant notre vie, on n'est pas en train de dire, tiens, j'ai un peu de tension, hein, je me sens bien, je me sens mal. Non, on est dans la vie, on ne pense pas. Alors, il faut regarder. Alors, si tu regardes ton corps, qu'est-ce que tu as comme sensation dans ton corps? Hum, alors oui, j'ai une petite, sans doute quand même une petite, un petit quelque chose au niveau du plexus solaire, comme une petite contraction. OK? Quoi d'autre? Euh, les épaules, pareil. Je dirais, je me sens bien, mais je sens bien que j'ai comme un état par défaut qui est quand même un peu tendu. OK. Alors, tu viens de répondre comme la plupart des gens répondent. C'est-à-dire, au lieu de décrire comment ils se sentent, ils décrivent comment ils se sentent avec un petit commentaire. J'ai de la tension dans les épaules, c'est un peu moins qu'hier. J'ai une sensation dans mon solar plexus, mais bof, c'est pas trop grand, c'est bof, ça va aller. Alors, le but d'être présent avec ce que tu sens et de ne pas y penser, c'est littéralement de dire, j'ai de la tension dans les épaules, mon estomac a un nœud, ma tête est libre, j'ai un peu de tension dans mes genoux. C'est littéralement ça. Alors, ce que tu as fait, c'est peut-être une version assez moindre, mais il y a beaucoup de gens que quand tu leur poses la question comment tu te sens, ils te racontent toute une histoire. D'ailleurs, la plupart des gens, quand ils ressentent quelque chose, ils se demandent pourquoi je me sens ça, est-ce que c'est bien, non, ça doit partir. Oh, c'est embêtant, j'ai une réunion maintenant, ah peut-être c'est mes jeans qui sont un peu serrés, ah non, c'est pas les jeans parce que je les avais hier, je n'avais pas ça. Les gens commencent à penser, alors c'est ça qui continue leur sensation. Alors il faut littéralement être présent, comme si vous étiez chez le toubib, et il vous demande, Yael, la douleur dans votre épaule, il est où? Ben, justement sur le joint. OK, quand je touche, ça fait mal où? Ben, ça radie 5 centimètres plus bas. Sur une échelle de 1 à 10, c'est combien? C'est un 3. Littéralement, tu ressens ce que tu ressens sans y penser.
Alors, deux choses. C'est pas facile ou plaisant de faire ce que je décris. Parce que quand tu es pris par une émotion douloureuse, difficile, la plupart des gens veulent s'en débarrasser, veulent l'échapper ou veulent le résoudre. Et la plupart des gens ne veulent pas être présents à ce qu'ils ressentent. Mais si, je sais que pour les hommes, ça va pas être le cas, et peut-être pas pour toutes les femmes sur cet appel, mais accoucher, apparemment, c'est la même chose. Quand une femme accouche, elle est en train d'avoir des contractions, et elle n'est pas là en train de penser, merde, c'est pas une bonne idée, pourquoi j'ai fait ça? Non, d'ailleurs, on les apprend, on apprend en femmes, avant d'accoucher, de focaliser sur la douleur. Et si tu focalises sur la douleur, ça passe beaucoup plus vite que si tu commences à y penser. Alors, tu es pris par une pensée difficile, douloureuse, embêtante, irritante, euh, ça te trouble. La chose à faire, c'est de ne pas y penser, mais simplement d'être présent et d'attendre que ça passe. Pour moi, j'ai pas l'habitude, j'ai pas la technique ou j'ai pas la capacité de le faire en 90 secondes, mais pour moi, c'est 2 3 minutes. Et c'est très différent ce que je décris comparé à ce qu'on m'avait appris comme quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, on m'avait appris de me distraire quand je me sentais pas bien, ou on commençait à me poser beaucoup de questions. Pourquoi je pensais comme ça? Pourquoi je me sentais ceci? Les deux options ne sont pas bonnes. Si tu te distrais, c'est comme mettre le linge sale dans le placard et attendre que ça se nettoie tout seul. Non. Si tu mets le linge sale dans le placard, il attend au jour où tu ouvres le placard de nouveau. Alors, ce que moi je suis en train de suggérer, c'est une guérison euh, psychologique que tu permets de se passer. Je vous donne un exemple. Il y a un client qui m'a téléphoné en urgence la semaine dernière. Euh, Soudainement, un très bon ami est mort. L'ami avait du cancer, il avait 40 ans, mais on ne savait pas qu'il allait mourir. Littéralement, du jour au lendemain, il est mort. Et ce client est allé aux funérailles. Il a vu la jeune fille de son ami pleurer parce que son papa n'était plus là. Il rentre chez lui, il ne peut plus dormir. Et quand il regarde de plus près, c'est pas qu'il peut plus dormir, il veut plus dormir. Parce qu'il a extrêmement peur que peut-être lui va se coucher et plus se réveiller. Puis il a 3 enfants, alors sa tête est remplie de scénarios difficiles. Alors, je lui ai expliqué tout ce que je viens de vous expliquer, puis je lui ai dit que le seul problème, c'est qu'il n'a pas permis à son corps et à son esprit de faire du processing de l'événement qu'il a vécu. Parce que je lui ai demandé combien d'amis proches est-ce que tu as eu dans ta vie qui sont morts. Il me dit c'est le premier. Alors il n'avait pas d'expérience, il n'avait pas les pensées nécessaires pour être dans cet événement d'une façon saine. Alors je lui ai dit, ferme tes yeux et imagine ton ami. Alors il commence à pleurer. Je dis, c'est pas grave, pleure. Et je dis, qu'est-ce que tu ressens? Il dit, ben, c'est pas juste, c'est difficile, j'ai un poids. Alors, je dis, c'est bon, sens tout ça. Il fait ça pendant 3 ou 4 ou 5 minutes. Et je dis, mais comment tu te sens maintenant? Il dit, je me sens un peu soulagé. Je dis, OK, euh, imagine les bons moments que tu as eu avec ton ami. Alors là, il commence à pleurer de nouveau. Alors imagine les bons moments qu'il a eus. Et je ressens alors, il ressent la joie, l'amertume. De nouveau, je lui dis, focalise-toi sur les pensées et ressens-les. De nouveau, 3 4 minutes, ça s'arrête, ça se calme. Je dis, OK, réimagine ton ami et son image. Et toujours les yeux fermés, OK, je le vois devant moi. Bien, comment tu te sens? Ben, je me sens bien. J'ai beaucoup d'amour pour lui. Je me rappelle les conneries qu'on faisait. Je suis triste qu'il n'est plus là. Mais je ne suis pas accablé comme j'étais avant. Je dis, OK. Est-ce que tu penses que tu as passé le moment? Tu as suffisamment guéri le système? Il dit non, l'idée de sa fille, ça me trouble. Allez, OK, on va faire quelque chose d'autre. Ferme les yeux et imagine que tu es devant la chapelle où ils ont eu le mémorial, le service juste avant l'enterrement.
Il dit, OK, je suis devant. Je dis, comment tu te sens? Ben, je me sens un peu troublé. Je dis, OK, reste avec ça, ressens ça et attends que ça passe. Et j'attends. Il dit, OK, c'est passé, je me retrouve paisible de nouveau. OK, je veux que tu avances et tu es maintenant en train d'entrer dans la chapelle. Comment tu te sens? Il dit, c'est revenu un peu, mais ça va. Je dis, OK, mais attends, reste devant la chapelle, à la porte, attends que le système se remet. Une minute plus tard, il dit, OK, c'est bon. Alors, tu rentres dedans et tu t'assieds et tu vois la veuve de ton mari et son enfant. Comment tu te sens? Il dit, difficile, mais ça va. Je dis, OK, reste avec ça. Ressens, n'y pense pas. Alors, il fait ça pendant une demi-heure. Il dit, OK, je les vois, j'ai de l'amour pour eux, j'ai de l'empathie, mais je ne suis pas accablé comme j'étais avant. Je dis, OK, maintenant, quelqu'un va, le meilleur ami, l'autre meilleur ami va se lever pour donner un petit discours. Rappelle-toi le discours. Alors, je le vois, les yeux fermés. Il dit, non, ça va, ça va. Oh, c'est beau, c'est beau, ah, c'est beau, oh, c'est beau, c'est triste. Oh, il avait des bons amis, en fait. Alors, finalement, il dit, OK, si j'ai fini le discours. Je dis, OK, maintenant, ouvre tes yeux. Alors il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, mais regarde, les pensées que tu avais, qui étaient douloureuses, viennent d'être remplacées par d'autres pensées. Et c'est pas moi qui t'a obligé c'est pas moi qui t'a dit, pense comme ceci, pense comme cela. Je t'ai simplement dit d'être présent avec tes sentiments. Et c'est ton esprit qui a su enlever et dissoudre les pensées difficiles et qui a su les remplacer avec quelque chose d'autre. Alors, si on a des pensées difficiles qui nous viennent à l'esprit, c'est une bonne idée d'engager ce mécanisme. Alors ça, c'est ma première réponse à ce que tu dis. Deuxièmement, si c'est une pensée habituelle, c'est une pensée ou un sentiment, un feeling habituel, je, je, je vous conseille quand vous êtes calme, quand vous êtes stable, de, de se rappeler de ce sentiment et de faire l'exercice que je viens de décrire, pour permettre à ton esprit de dissoudre ce nœud. C'est un peu comme si jamais vous avez fait un massage et le thérapeute trouve un nœud dans votre dos ou dans un muscle. Ben, qu'est-ce que le thérapeute fait? Il ou elle revient, met un peu de pression, te demande de respirer et essaye de soulager ce nœud. L'esprit, c'est la même chose. La plupart de nos pensées sont upgradées, améliorées à fur et à mesure qu'on vit, mais il y en a quelques-uns qui se coincent et qui deviennent des habitudes un peu douloureuses. Et comme je vous ai dit tout à fait au début, la plupart sont invisibles, on ne sait pas pourquoi. Et creuser, se demander pourquoi, ce n'est pas une bonne avenue parce que ça réanime et ça augmente. C'est presque comme si vous allez chez le médecin et vous avez une blessure et le médecin met le doigt et dit, tiens, est-ce que ça vous fait toujours mal? Attends, je vais l'ouvrir. Ah, tiens, quand je l'ouvre, vous savez, ça saigne de nouveau, il faut que vous remeniez la semaine prochaine. Non. La meilleure chose, c'est de laisser le corps euh, réparer la blessure. Et tout ce que tu fais, c'est que tu maintiens et tu aides le système d'une façon complicite avec la façon que le système fonctionne. Bien, la façon complicite avec l'esprit, c'est de permettre à l'esprit de passer suffisamment de temps sur la pensée pour la dissoudre. Alors ça, c'est une pratique utile ou dans le moment ou d'une façon, si vous voulez, de manutention, d'amélioration, d'élimination. C'est une bonne chose de faire. Si par exemple, il y a quelque chose que trois ou quatre ou cinq fois, je dis, ah, tiens, ça n'arrête pas de... Je mets sur ma liste tiens, je vais passer un peu de temps à explorer ça, mais pas d'une façon psychologique, mais d'une façon feeling, une façon euh, physiologique. Alors ça, c'est la première chose à faire. Deuxièmement, ou troisièmement, si vous voulez, il ne faut pas oublier qu'on vit dans un corps. Et le corps, c'est le véhicule qui transporte l'esprit à travers notre vie. On est des esprits spirituels, mais pour être dans une vie physique et mondain, il faut un corps. Bien, la façon que vous traitez votre corps a un grand impact sur euh, l'état d'esprit dans lequel on vit. Je vous donne un autre exemple. Un client, il y a 2 semaines, devinez combien de tasses de café il buvait par jour, ou de café ou de coca.
Imaginez ou essayez de peut-être imaginer comment étaient ses jambes et ses bras quand il était assis devant moi. Ça gigotait parce que vous savez ce que c'est la caféine. C'est un stimulant. Et comme tous les stimulants, ça change la physiologie de l'esprit. De la même façon que l'alcool change la physiologie de l'esprit, du cerveau, la caféine aussi. Alors, il y a des gens qui fonctionnent à la caféine, fonctionnent sur la nicotine, qui fonctionnent sur pas mal de stimulants, et ça garde l'esprit animé. Alors, euh, avec un système qui est stimulé d'une façon chimique, ça devient très difficile d'avoir un esprit calme. Malgré le fait que pour ces gens-là, boire une tasse de café ou prendre une cigarette, ça leur donne l'impression de les calmer. Non, ce que ça fait, ça calme le système addictif qui existe dans l'esprit temporairement. C'est pour ça qu'une fois que le café a quitté le système, ils ont besoin d'un autre. Alors, il faut littéralement passer par un détox de dopamine, parce que c'est le dopamine qui est stimulé par tous ces stimulants. Et le dopamine, c'est quelque chose que le corps sait produire normalement. Mais quand vous le prenez vous le stimulez d'une façon externe, le système n'est plus en règle. Alors, ce qu'il faut faire, si vous avez une vie qui a beaucoup de stimulants, il faut essayer de vous désintoxiquer, mais d'une façon graduelle. Et quand vous faites ça, deux choses qui se passent. Une, c'est que vous avez des symptômes comment on dit withdrawal en français, de manque. de manque, oui. Vous avez des systèmes de manque parce que le système de dopamine dit, eh, j'ai besoin du stimulant, donne-moi le stimulant, parce que le dopamine est essentiel pour le transfert des messages entre les neurones. Et si tu arrêtes de prendre les stimulants qui provoquaient la production de dopamine dans l'esprit, le système passe en manque. Et quand le système est en manque, les accords neurologiques ne marchent pas bien. C'est pour ça qu'on tremble, c'est pour ça qu'on a des difficultés à penser clairement. Mais il faut passer par cette étape. Et durant cette étape de manque ou de désintoxication, souvent les idées qui nous troublent, pour lesquelles on a commencé à prendre le stimulant, remontent à la surface parce qu'ils sont plus dominés ou domptés par les stimulants que tu prends. Alors souvent, quand les gens ils arrêtent ces stimulants, ils ressentent la peur, la déprime, la tristesse, les choses qui étaient en dessous, qui n'ont jamais été traitées, ou et par pas placebo, mais on dit en anglais par pansement. On mettait un pansement dessus plutôt que de traiter la plaie en prenant les stimulants. Alors, si ces choses-là montent, ben, faites la technique numéro une, c'est essayer de les résoudre et de les dissoudre et de les dissiper d'essayer à- de donner le temps et l'espace à ton esprit pour les traiter, pour les dissoudre. Et juste pour être clair, la liste de stimulants, c'est pas seulement la caféine, l'alcool, la nicotine, les drogues dures ou soft, mais aussi l'exercice. J'ai un client qui faisait 90 minutes d'exercice par jour intensif et le week-end, il faisait 5 heures par jour. Et quand il faisait ça, il se sentait pas bien. Alors pour lui, il ne voulait pas arrêter l'exercice parce qu'il disait, ça me rend bien. Je dis non, ça masque, ça couvre quelque chose qui n'a jamais été traité. C'est des sentiments difficiles en dessous de ta conscience qui, ce serait mieux de les traiter que de passer toute ta vie à te droguer parce que surtout avec l'exercice intense, à un certain moment, le corps ne sait plus suivre. Et en plus de faire de l'exercice intense, ça use, ça abîme. Alors, les deux choses à faire, ou les deux ou trois choses à faire, c'est savoir être présent avec ce qu'on ressent, trouver les habitudes qui nous dérangent, qui nous semblent comme des habitudes régulières, et essayer de les cibler, de les aider, de les traiter, mais d'une façon euh, douce et gracieuse.
N'oublie pas que toutes les habitudes que vous avez acquises durant votre vie ont été créées par votre esprit dans un moment où c'était le mieux que l'esprit savait faire. Et alors, moi, mes manières, mes manières psychologiques, mes habitudes psychologiques, je ne les vois pas comme des choses mauvaises, je les vois comme des artefacts, des éléments euh, provoqués par mon esprit, par sa réponse à des événements que je ne pouvais pas autrement traiter. Par exemple, pendant des années, j'étais enragé quand quelque chose d'injuste se passait devant moi. À l'âge de, même dans mes 20 ans, si quelque chose d'injuste se passait à moi ou devant moi, je l'ai très fâché. Jamais violent, mais je n'étais pas fâché et j'essayais de résoudre le problème. Je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être mon frère a une plus grande glace que moi quand j'avais 3 ans. Peut-être la maîtresse m'a mis dans la mauvaise place dans la classe. Je ne sais pas. Mais pour moi, c'était une habitude. Juste, c'est quel âge de conversation? À quel âge est-ce qu'on entend un enfant dire c'est pas juste? 6 ans. 5 ans, 6 ans, 7 ans? Alors, sans doute, quelque chose s'est passé quand j'étais dans l'esprit et dans les capacités que j'avais dans ce moment-là, c'est de décider que le monde était injuste. La raison pour laquelle je me sentais pas bien, c'était le monde. Ben, c'était le mieux. On peut pas faire autrement quand on a 5 ans. Sauf qu'à l'âge de 25 ans, j'avais cette capacité que quand quelque chose l'animait, j'étais un adulte de 25 ans avec les capacités dans ce moment d'un enfant de 5 ans. Pas utile. Et quand j'ai appris les 3 principes, quand j'ai appris que on est en train de sentir ce qu'on réfléchit ou ce qu'on pense, j'ai commencé à passer du temps à rester avec cette émotion quand ça se passait. Mais pas d'une façon, tu es mauvais, pourquoi tu es là, tu m'emmerdes, va-t'en. C'était presque comme si jamais tu es sur le métro ou dans le train et quelqu'un qui est euh, une personne sans abri qui a l'air d'avoir des problèmes psychologiques vient s'asseoir à côté de toi, commence à vous parler et vous dit que le gouvernement est en train d'écouter vos pensées, il vaut mieux mettre un chapeau en papier aluminium pour vous protéger. Alors qu'est-ce que vous faites avec cette personne? Est-ce que vous l'injurez? Est-ce que vous commencez un grand débat où c'est que c'est vrai ou c'est pas vrai? Non. Vous êtes gentil, vous êtes aimable. Ah bon, merci, c'est gentil. Ah bon, oui, oui, ok, c'est une bonne astuce. Tu es gentil avec cette personne, tu es gracieuse. À un certain moment, la personne se lève, ils vont ailleurs être confus avec quelqu'un d'autre. Moi, je fais ça avec mes émotions et mes réactions. Je dis, tiens, euh, comment vas-tu? Ah bon, ah, ok, ben, vraiment, hein. Au lieu de me battre avec mes habitudes mentales, j'essaie de les socialiser et de les aimer. Et être avec eux sans préjugés, sans mauvais sentiments et sans penser. D'ailleurs, il y a, je ne sais pas comment on dit ça en français, il y a une partie de la région chrétienne qu'on appelle les Quakers. Comment on dit ça? Je ne sais pas comment on dit ça en français. Je sais pas. Euh, Les Quakers. c'est pas une secte, mais euh, laisse-moi regarder Quakers en français. J'ai toujours entendu Quakers en français. Euh, on appelle en français, c'est des membres de la Société des Amis. C'est des Quakers. Puis ils ont une pratique que quelqu'un vient de perdre quelqu'un de proche. On vient et on fait du sitting, on fait du assis. Et, ou littéralement, on vient et on s'assied à côté de la personne et on dit rien. Pour leur permettre d'être présents avec leurs sentiments. Parce que la plupart des gens qui viennent voir quelqu'un qui est en deuil, qu'est-ce qu'ils racontent? On essaie de les distraire. Non, la vie, tu vas t'en sortir, la vie est bonne. Oh non, c'est terrible. Tu sais, tu vas pas s'en sortir. Des gens qui ont vécu 50 ans ensemble en mariage, c'est très rare qu'ils arrivent à survivre plus qu'un an. Non, il faut faire très attention à ce que tu leur mets en tête. Mais les Quakers, ce qu'ils ont vu, c'est d'aller et de s'asseoir calmement à côté de la personne, les permettre d'être
conscients de ce qu'ils étaient en train de ressentir et de le passer plus vite, plus rapidement. Alors ça, c'est pour moi comment on essaye de retrouver le calme. On essaye de nettoyer, d'avoir une meilleure hygiène psychologique euh, et on essaye de faire attention au corps parce que si le corps n'est pas en bon état, l'esprit ressent ce que le corps ressent. Et la plupart des gens ne font pas ça. La plupart des gens, où ils essayent de nuire ou ne pas y penser, ou ils essayent de s'y plonger dedans et d'essayer de démêler le nœud qui a été créé, qui sait quand. Alors, Yael, j'ai donné une explication un peu longue, un peu plus longue. Est-ce que ça, c'était utile? Est-ce que... Oui, euh, oui, tout à fait, merci. Je voulais te demander, est-ce que cette pratique fait que tu constates que le vieil homme sans abri vient s'asseoir à tes côtés de moins en moins souvent? de moins en moins et de moins en moins vocal. L'autre exemple qui était peut-être plus gentil, c'est la vieille tante qui t'accoste à une réunion de famille et qui tu penses que tu es ta sœur et il t'encourage de finir le lycée. Et tu lui dis non, non, chère tante, j'ai bien fini le lycée il y a quelques années. Bien, tu devrais prendre un job et tu sais, hein, c'est bien d'avoir un job. Non, mais ça fait quelques années que je travaille. Alors, et puis, elle est là en train de te donner plein de conseils sur ta vie parce qu'elle a oublié qui tu es. Est-ce que tu te bats avec elle? Tu la remercies. Non, c'est oui, tante, oui, je sais qu'il faut mettre un pull en hiver. Oui, je sais qu'il fait froid. Oui, non, les légumes, c'est bien. Oui, je comprends. Merci de tes conseils. Tu es gentil avec elle et puis à un certain moment, elle part et elle va radoter avec quelqu'un d'autre. Alors, la même chose. Sois gentil, sois aimable et ne l'engage pas. Ne te mets pas à avoir des grandes discussions avec ton esprit quand ton esprit est en train de s'emballer. J'ai l'impression que l'erreur qu'on fait très souvent, c'est d'utiliser le mauvais système. Ça veut dire que ce que tu nous dis, Oui, c'est d'utiliser le ressenti par oui, rapport aux sensations et les émotions qu'on a. Et oui, très souvent, les gens, au lieu d'utiliser le ressenti, qui est le système des sensations et des émotions, on utilise la pensée. On oui, pense nos émotions. Et c'est pas le bon système. Le système pour les émotions et les sensations, c'est le ressenti. On utilise ce système intellectuel pour analyser ce qui est en train de se passer dans notre corps. On utilise le oui. mauvais système en Oui, essayant d'obtenir des résultats. Hervé, c'est le même système. Le problème, c'est quand on essaye d'y penser, c'est comme éteindre un feu avec l'essence. Au lieu que le feu s'éteigne, on laisse éteindre le feu parce que si tu ne mets pas de carburant, le feu va s'éteindre. On est là en train de mettre du liquide qu'on pense on pense que le liquide va éteindre le feu, mais non, ça anime le feu parce que et l'essence, c'est les pensées. Mhm. Il faut permettre au système de penser de se calmer. Et la meilleure façon de faire ça, c'est de euh, être présent et de permettre à l'esprit qui est en train de créer le problème pour commencer, permettre à l'esprit de résoudre le problème. Parce que c'est pas toi qui crée le problème, c'est ton esprit. Ton esprit est toujours en train de faire des associations. Tu te mets dans une voiture, tu es pas là en train de dire comment est-ce que je conduis. Non, directement tu sais quoi faire. Tu vois quelqu'un dans ta famille, directement tu connais leur nom. Tu vas te brosser les dents, tu es pas là en train de dire merde, comment ça marche, je mets le chose sur quoi. Non, ton esprit est toujours en train de te donner les pensées que l'esprit pense sont nécessaires et appropriés pour ce qui est en train de se passer en toi. Le problème, c'est dans le catalogue, qui la plupart du catalogue est juste. Il y a des disques ou des pages qui sont un peu anciens où la recette n'est pas la bonne. Et c'est des pensées qui n'ont jamais eu un upgrade, une amélioration, un changement. Euh, et c'est l'esprit qui est la seule chose qui sait les faire. Je vais vous poser une question difficile ou un peu indélicate, mais vous n'avez pas besoin de répondre. J'espère que vous avez une meilleure hygiène maintenant que quand vous avez 3 ans. J'espère que c'est le cas. Bien, combien de leçons d'hygiène est-ce que vous avez pris dans votre vie? Pratiquement rien. Bien, à l'âge de 3 ans, si je te demandais, Jean-Luc, est-ce que tu as besoin de te laver les mains, tu ferais comme ça. Parce que tu ne comprends pas ce que l'hygiène. On n'arrête pas de te dire à 3 ans de te laver les mains, tu ne comprends pas pourquoi, tu ne vois rien.
ben, à fur et à mesure que tu grandis, on t'apprend les microbes, quelqu'un t'explique, quelqu'un te prend ta main et le met sur un tissu blanc et tu vois la saleté qui s'enlève. On te montre la saleté dans la mousse quand tu frottes le savon. À petit, ton esprit comprend, oui, il y a de la saleté. Et puis à l'école, on t'explique les microbes et tout ça. Et puis tu as été malade suffisamment de fois que tu comprends ce qui se passe quand tu fais pas attention aux microbes. Et puis surtout si tu as passé Covid. Tu comprends tout à fait comment ça marche les microbes. C'est des upgrades sans cette page où c'est écrit quoi faire avec l'hygiène physique n'a pas arrêté d'avoir des améliorations. Alors, j'ai passé beaucoup de temps à répondre à une grande question, Yael. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à laquelle je pourrais répondre? Sinon, j'ai une autre astuce une autre idée à vous donner. J'ai une question Oui, sur, pas le contenu des pensées, mais le nombre de pensées. Quand l'esprit s'emballe, on est en sur-régime. Moi, je oui, m'imagine comme une voiture. oui, Au lieu d'être à 3000 tours, on passe à 6000, 7000, 8000. On est en sur-régime. oui, Et il y a probablement un régime de pensée qui est un régime naturel, qui est plus associé à la vitesse de la vie, où naturellement on se sent bien oui, vis-à-vis de notre activité mentale. Donc, est-ce que on peut facilement diminuer, quand on se sent sur régime, diminuer le nombre de pensées? Est-ce que la solution, c'est effectivement de se recentrer sur son corps en disant qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Et parce que tu mets ton énergie et ton attention sur ton corps, c'est plus là-haut et que naturellement ça va revenir à un régime naturel, ou est-ce qu'il y a d'autres manières? Yael, elle parlait justement d'essayer de voir, tiens, qu'est-ce qui se passe, ça vient de là-haut, et juste la compréhension du fait qu'on est en train de partir en sur-régime, ça nous remet vers notre bien-être naturel. hmm. Euh, Moi, si je prends ton analogie, Hervé, des tours, bien, le plus que j'apprends sur l'esprit, le plus que la moyenne baisse. Et avant, 3000 était confortable et quand je monte à 6000, c'était difficile. Puis à fur et à mesure que j'ai appris les trois principes et j'ai réalisé les trois principes parce que ce n'est pas conceptuel, c'est plus profond que ça, j'ai trouvé que je tournais à 1500 tours. Et quand je montais à 3000, c'était désagréable. Ce qui était normal avant est devenu désagréable. Après un certain temps, je me trouve à 500 tours. Et quand je fais 500 tours, 1500 a l'air trop. 3000, 6000, pas inimaginable, mais 1500. Et après un certain temps, où de nouveau je regarde comment fonctionne mon esprit, je passe du temps à regarder à l'intérieur, je me trouve à 100 tours. Et quand je suis à 100 tours, 500 a l'air étrange. Alors, si tu fais les maths, où chaque fois tu divises l'échelle en deux, si tu comprends les maths, on n'arrive jamais à zéro. Et ce que j'ai vu dans ma vie, c'est qu'il n'y a pas de limite au niveau de calme que je peux atteindre à l'intérieur. Et ça, c'était la troisième chose que j'allais vous suggérer, c'était que de la même façon qu'on peut investir dans notre santé physique, faire de l'exercice, bien manger, bien dormir. Je ne sais pas si vous avez jamais passé une période dans votre vie où vous avez mal dormi, ben, très vite ça use. Et tu peux apprendre tout ce que tu veux sur l'esprit, mais si tu ne dors pas, il n'y a rien qui marche. D'ailleurs, j'ai une amie elle a 50, elle a presque 60 ans. Son toubib l'a envoyé pour faire une analyse de son sommeil. Parce qu'elle était toujours fatiguée. On lui avait dit, tiens, peut-être c'est la thyroïde, peut-être c'est les hormones. Ils ont tout contrôlé, il n'y a rien. Alors on lui envoie pour faire un test où on met des électrodes partout sur le crâne. Et tout ça est relié à une petite boîte qui enregistre pas seulement ce qui se passe dans le crâne, mais aussi dans le cœur, euh,
le cœur et aussi la respiration par le nez, par la bouche. Et quand elle revient elle rend l'appareil après le test, et une semaine plus tard, ils ont fait l'analyse, on la convoque et on lui demande de venir les voir. Et le docteur lui dit, Madame, est-ce que vous savez que vous ne dormez pas bien? Vous vous réveillez 39 fois. Elle dit 39 fois par nuit. Il dit non, 39 fois par heure. Alors cette dame, depuis je ne sais pas combien d'années, 40 ans, 50 ans, tous les 70 secondes, tous les 86 secondes, elle se réveille. Il Alors, et on lui donne une machine, on fait des tests, on lui donne une machine pour forcer l'air, ça s'appelle aux États-Unis un CPAP, c'est quelque chose qui contrôle le régime d'air et surtout le régime d'air qui passe par le nez. Après une semaine, elle est en train de dormir comme elle n'a jamais dormi. Elle trouve qu'elle se réveille le matin, elle n'est pas fatiguée. Avant, elle se réveillait le matin, elle était fatiguée. Il fallait 3 tasses de café pour fonctionner. Et puis vers midi, c'était terrible. Puis le reste de la journée, c'était la pente. Là, le soir, à 10 heures, elle est réveillée. Elle est en train de vivre une vie différente. Ben, elle a 60 ans. Elle vient de découvrir qu'elle ne dort pas bien. Alors, le corps, faut soigner le corps. Sinon, l'esprit va pas pouvoir s'en sortir. Alors, l'idée équivalente, c'est d'investir dans l'état d'esprit et d'un état d'esprit calme et silencieux. Alors, ce que nous, on suggère à tous nos clients maintenant, c'est de méditer. Méditer, c'est d'investir dans un état d'esprit super calme, super silencieux. Comme ça devient euh, une ancre ou comment on dit, ce qu'on jette d'un bateau, un ancre, Une encre, une encre, oui, une encre. Ça devient une encre pour ton esprit, ton état d'esprit. Alors, prendre ton analogie, Hervé, imagine que tu passes une partie de ta journée à 10 tours. Tu fais 15 minutes le matin, 15 minutes le soir. Et peut-être ça marche tellement bien que tu fais une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. 10 tours par seconde devient quelque chose de normal. Et il y a un effet résiduel durant le restant de ta journée. Et tous mes clients qui méditent me disent que les jours où ils méditent, le restant de leur journée est beaucoup plus calme que les jours où ils ne le font pas. Et deuxièmement, quand on médite, on touche un état de silence, un état de bénéfique, un état d'émotion ou de feeling profond, comme la joie, l'amour, la bonté, qu'on ressent pas normalement dans la journée. Et ça devient une encre pour moi dans le restant de ma journée. Alors, de la même façon que j'investis dans ma santé physique, il y a une façon d'investir dans euh, sa santé euh, psychologique et spirituelle. Et il y a 10 000 façons de le faire. Il n'y a pas une façon de le faire. Mais la seule façon que je vous suggère de ne pas méditer, c'est celui où on est supposé évaluer et codifier nos pensées. Il y a des façons de méditer où on dit, regarde tes pensées, tu les classes, tu les laisses partir, tu les regardes, tu les laisses partir. Non. Ça, c'est un peu comme le premier problème dont on a parlé. Littéralement, méditer, c'est de se mettre dans un endroit confortable et calme, fermer les yeux. Si on arrive, c'est bien de regarder le troisième œil, c'est un point juste au-dessus des yeux, dans le front, et d'attendre. Et s'il y a quelque chose qui se passe par l'esprit, de le laisser passer. Et même si c'est comme si c'est la garde centrale à l'heure de pointe, tu t'en fiches, tu laisses tout passer. Et si tu développes l'habitude 1 minute par jour, 2 minutes par jour, 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, tu vas atteindre un moment où très vite tu vas te trouver dans un état de calme, un état de bénéfique. Et à tel point que j'ai des clients qui méditent 1 heure le matin, 1 heure le soir. Et ils trouvent que quand ils font ça, le restant de leur journée, le restant de la semaine, il n'y a rien qui les dérange. Parce qu'ils permettent au système de se détendre et de remettre dans un état normal. Parce que pour la plupart de nous, on ne traite pas notre esprit d'une façon normale et saine. Et si vous regardez la façon qu'on travaille, qui a 8 heures de réunion d'affilée? Tout le Mhm. monde. Ou même plus. Ou des fois, on a une pause pour midi et on avale un sandwich pendant qu'on fait quelques emails parce que si on fait pas les emails, on va être noyé. Non.
Si on prend 1 heure et on fait une vraie pause, l'esprit a le moment, a la possibilité de se calmer. Sauf qu'on est tellement emballé par la matinée qu'on a eue, les 4 heures qu'on a eues, qu'on ne sait pas se calmer à midi. C'est pour ça qu'on mange notre sandwich pendant qu'on travaille et pour ça qu'on travaille le restant de la journée sans prendre de repos. On n'emploie pas nos muscles de cette façon-là. Tu regardes les sportifs, ils ne font pas 8 heures d'affilée de sport. Alors mon dernier conseil, c'est soignez votre esprit. C'est la chose la plus importante dans votre vie, tout le reste va marcher. Alors, développer une pratique d'hygiène mentale, de nettoyage quand il y a des choses qui vous dérangent et d'investir dans du calme pour vous permettre d'être plus serein, pas pendant des moments rares, mais par habitude quotidienne. On t'entend plus, Robin. Alors ça, c'est mon Non, on t'entend conseil. plus. Est-ce J'ai que été j'ai été coupé pendant longtemps, mais je pense qu'on a compris ce que tu disais. Juste pour rebondir là-dessus, c'est un petit peu contre-intuitif pour beaucoup de gens parce que la société valorise énormément l'agilité intellectuelle. Les gens qui, au travail, qui ont une idée par seconde, c'est très, très valorisé. Et de se dire que non, au contraire, c'est quand même un esprit vide qu'on peut être le plus efficace, c'est intéressant. Et ce que je me demandais, c'est, toi, tu as travaillé avec des ingénieurs, des artistes, etc. Est-ce que tu as vu que, en fait, on peut être beaucoup plus créatif avec un esprit vide? Est-ce que tu as été témoin de ça? est-ce que vous m'entendez de Ouh, nouveau? vas-y, continue. Est-ce que vous m'entendez de nouveau? Oui, là, on t'entend pas très D'accord, clairement. je vais essayer de me rapprocher Du router. du Hmm. router. Est-ce que vous m'entendez là? Vous Oui, oui, m'entendez mieux? oui. Euh, Ce que tu viens de décrire, c'est ce qu'on démontre aux gens dans le business. Et ils sont surpris et affolés par la puissance d'être dans un esprit équilibré. La plupart des gens qui travaillent avec nous au début disent, ben non, c'est pas faisable de se trouver en haute performance beaucoup du temps. C'est la vie, le stress. On dit non, c'est tout à fait faisable d'être- de faire n'importe quoi, de n'importe quel ordre de difficulté dans un esprit calme. Et on fait un programme où on leur montre d'où vient l'esprit calme, on leur explique les principes derrière le fonctionnement de l'esprit, et puis on passe 2 jours à le démontrer en travaillant ensemble sur des problèmes, et ils sont euh, étonnés par le progrès qu'ils font en 2 jours sur des problèmes super complexes. Et à la fin des 4 jours, parce qu'on fait 2 jours sur le principe et 2 jours sur le côté business, ils nous disent, mais il faut travailler comme ça tout le temps. On dit oui, c'est notre recommandation. Mais c'est exactement ce que tu dis, Hervé. On vit dans un monde où pousser, forcer, super réfléchir, c'est comme ça qu'on avance et nous, on démontre que ce n'est pas le cas. Yael, tu as une question encore? Oui, pardon, je ne veux pas monopoliser la parole, mais là, je ne peux pas ne pas partager mon expérience. Euh, je dirais que moi, je travaille vraiment très activement à tout ça depuis 2, 3 ans. Ma découverte des psychédéliques, la méditation, ça fait plus de 10 ans que je médite, etc.
Et moi, dans la vie, j'écris pour le cinéma et j'écris des livres et je réalise des films. Et mon esprit est de plus en plus calme et j'avais pas le choix parce que j'avais un très gros problème d'anxiété. J'avais un trouble anxieux généralisé et voilà, la psychanalyse avait résolu beaucoup de choses dans ma vie, mais pas la question du trouble anxieux. Oui. Et donc j'ai fini par trouver d'autres façons de résoudre ça. Alors c'est vrai que mon esprit est beaucoup plus calme, mais je vous promets que je suis beaucoup moins drôle qu'avant et que je suis extrêmement déstabilisée dans l'exercice de ma pratique artistique par le fait que mon matériau, j'écris toujours des histoires personnelles et des choses qui me sont arrivées, etc. Et je, pour être très honnête, les choses, enfin, j'étais plus prolixe quand je travaillais à partir d'un matériau névrotique, etc. Enfin, et quand tu dis, Robin, que tu étais à de moins en moins de tours, Oui. je ne sais pas combien on a de pensées par journée, on a pu établir ça. Il 40 y à a, il y a- il y a plein de différentes théories, 70 000. Moi, j'ai lu des articles sur le nombre de connexions synaptiques, c'est des milliards. Moi, en tout cas, je fais l'expérience que mon calme intérieur augmentant, effectivement, j'ai l'impression que j'ai moins de pensées par jour. Mais dans ma pratique artistique, en tout cas pour le moment, j'ai pas envie d'employer une expression négative comme ça me nuit, parce que j'ai pas envie de dire les choses comme ça et que je suis très confiante. En fait, je pense que c'est une métamorphose très profonde que je suis en train de vivre et je suis très confiante que ça va me faire écrire autrement, mais n'empêche que pour le moment, Mhm. euh, je suis, ouais, je suis un peu démunie artistiquement. Ce que tu décris, Yael, c'est une vallée où quand le cerveau est agité, on a beaucoup de pensées. Et dans le monde artistique, il y a beaucoup de gens qui ont fait du travail bon ou créatif ou différent dans des moments très troublés. Ces gens-là, ou les gens qui apprennent à vivre dans un esprit calme, souvent quand ils se calment, ils perdent l'accès à cette animation, ce flot d'idées. Mais ce qui se passe, c'est quand ils arrivent à un niveau de calme, ça repart dans un autre sens. J'ai une amie qui euh, pendant 7 ans, a eu des problèmes de vertige accablants. Ça pouvait lui frapper à n'importe quel moment, à tel point où elle pouvait plus conduire, plus travailler, plus s'occuper de son enfant. Et elle a passé 7 années de galère. Et finalement, ils ont su résoudre le problème. C'était une épidurale qui avait été mal faite, où le liquide autour de la colonne comment on dit, le liquide qui est autour de spine, de la colonne la vertébrale. colonne vertébrale, mais le liquide qui est à l'intérieur du dura. euh, ben, c'est un genre de liquide amniotique. Elle avait une fuite de ça et c'est ça qui a provoqué le vertige. Ben, ils ont soudé ce trou d'une façon assez intéressante. Et après, je lui ai dit, mais comment est-ce que tu te trouves? Elle dit, ça a été terrible, mais je me retrouve tellement calme maintenant. Et je dis, je suppose que c'est parce que durant 7 ans, il fallait que je trouve une façon de calmer mon esprit, sinon j'allais ma tête allait exploser parce que j'étais tellement incapacité, immobilisé. Elle m'a dit que j'adorais écrire. J'écrivais des romans fiction, action et tout ça. Elle dit, j'ai plus envie de faire ça.
et maintenant elle est en train d'écrire autre chose. Et quand elle voit ce qu'elle écrit maintenant, elle trouve que c'est mieux et c'est plus beau que ce qu'elle écrivait avant, parce que ça vient d'un autre état. Alors, dans le monde artistique, on connaît beaucoup de gens qui, quand ils ne sont pas dans un état d'esprit calme, ils ne font pas leur travail. Ils attendent que l'esprit soit calme, et quand est calme, ils sont poussés par un mouvement intérieur, et ce qui ressort, ils disent, ne vient pas d'eux, viennent à travers eux. D'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes connus qui disent, non, vous me donnez le crédit pour ce que j'ai fait, c'est pas moi, c'est venu à travers moi. Bien, les choses qui viennent à travers soi n'arrivent pas quand le cerveau et l'esprit est agité. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de nos clients business qui nous disent que notre programme les a cassés, les a brisés, parce que les choses qu'ils faisaient avant, ben, ils n'arrivent plus à le faire. Mais la plupart disent, je suis bien content que je ne le fais plus. Et avec tous les artistes qui ont fait notre programme, la plupart nous ont dit leur travail s'est amélioré par le fait d'être plus calme, mais le travail est devenu différent. Alors, moi, je vois bien que je suis là, mais du coup, il y a quelque chose qui est troublant pour moi, qui est que c'est comme si mon écriture, elle suivait finalement mon chemin spirituel, Oui, que je vois que je me mets à écrire. Enfin, c'est comme si du coup, je faisais une sorte de coming out spirituel oui, à travers mon travail. Et, et il y a des moments où je me dis, ouh là là, mais ouais, dans quoi est-ce que je m'embarque, quoi? Parce que c'est comme si dans la librairie, on allait me changer de rayon, oui, depuis la névrosée ashkénaze à passer au rayon de la bouddhiste zen. Enfin, il y a un truc, c'est un changement identitaire hyper profond, quoi. oui. Moi, je dirais quelque chose de différent. Je dirais que c'était une redécouverte de qui tu es vraiment. Parce que tu sais, on est tous des esprits, des âmes qui, pour traverser cette vie physique, ont besoin d'un ego, ont besoin d'un véhicule, parce que l'âme ne sait pas euh, être dans l'état physique en trois dimensions. L'état spirituel ne sait pas être dans un monde physique. Le problème, c'est ce véhicule, souvent prend des formes et des complexités, et on pense que c'est nous. Non, c'est pas nous, c'est simplement un film qui joue. Et le plus qu'on se calme à l'intérieur, le plus que le film se calme et s'atténue et devient de moins en moins brillant. Et on retrouve ce qu'on était en dessous avant cette carapace ou ces couches qui ont été mis par-dessus. Et en fait, une des grands buts de méditer profondément, c'est de découvrir qu'on est, au fait, une âme spirituelle temporairement enfermée dans un corps physique plutôt que on est un corps physique qui essaye d'avoir des moments spirituels. C'était Pierre Taillard de Chardin qui a dit ça. Je ne connais pas l'expression exacte en français, mais la traduction, si je traduis la traduction anglaise, c'est on est des êtres spirituels qui essayent d'avoir une vie humaine en pensant que c'est l'inverse. Voilà, c'est ça. Alors, ce qui se passe, c'est le plus que tu te calmes, il y a elle à l'intérieur, le plus que tu retrouves ton âme, le plus que l'extérieur va changer. C'est, euh, on dit que l'ego, c'est comme un chien qui a oublié qui est le maître. On a besoin d'un chien pour nous guider à travers la vie. Jasmine, je sais que tu vas être en accord avec ça. Mais si le chien est détraqué, dérangé, euh, elle va mettre la laisse autour de tes pieds, tu vas trébucher, elle va te mordre. Euh, et c'est simplement que le chien n'a pas été formé et habitué et rappelé à qui est le maître et qui est le servant. Et quand tu trouves cette, on dit en anglais, équanimité, cet niveau de paisibilité à l'intérieur, le chien sait se mettre à côté de soi
en attendant et en aidant les besoins du maître, de l'âme, plutôt que de créer du chaos dans la vie et nous éloigner de notre âme. Et ce que tu faisais quand le chien était en train d'aboyer et courir partout, et peut-être va être un peu différent de ce que tu fais quand le chien est calme et se met sur tes genoux, sur tes jambes et paisible et est en attente de tes besoins. Jasmine, tu avais une question avant. Elle est partie. Elle est là. Non, non, je voulais juste, je voulais dire, il y a quelque chose que tu as dit au début de la conversation qui m'a marqué et que j'avais déjà vu dans le passé, mais que, je sais pas, quand tu l'as dit, ça m'a frappé, puis je voulais en parler. Quand tu as parlé de ton copain ou quelqu'un, la personne que tu connaissais qui pouvait pas dormir parce qu'il avait peur de mourir parce que son Oui, copain était décédé. Écoute, ce que tu as dit, dans le fond, c'est que tu n'avais pas les pensées nécessaires. oui, C'est comme, j'ai trouvé ça très intéressant parce que euh, c'est ce que je vois pour moi-même dans ma pratique. Moi aussi, je pratique depuis très longtemps d'avoir un esprit calme. Je veux pas suivre comme les manières de faire. Tu sais, non, non, là, tu vas travailler comme ça, tu vas faire les heures. Ça fait toute ma vie, j'ai comme ma première job, je suis rentrée, puis le patron il a dit, faut que tu commences ton chiffre, c'est 8h30, 5h. Je suis rentrée la première journée à 8h30, la deuxième journée à 8h45, la troisième journée à 9h. C'est comme, j'arrivais jamais, j'ai jamais gardé un horaire stable parce que ça fonctionnait pas pour moi. Fait que j'ai toujours aligné avec ce que je fais. Fait que ça fait des années que je travaille là-dessus. Mais ce que je commence à voir, c'est que plus je me calme, plus je suis capable de me séparer de mes pensées, de séparer de ce que je pense, puis de juste commencer à voir la pensée arriver, puis juste dire, c'est-tu vrai ça? C'est comme juste le douter, ça me calme déjà. Mais oui, quand tu as dit cette partie-là, où ce qu'on n'a pas l'expérience, c'est vrai. Tu sais, quand ma mère est décédée, j'avais jamais eu personne dans ma vie qui était décédé. Fait que là, il y avait tout un paquet de nouvelles pensées qui étaient comme, wow, qu'est-ce que je fais avec ça? Right? Puis ça m'arrive encore. Tu sais, mettons, il arrive une situation que ça m'a jamais arrivé. Fait que là, j'ai un paquet de pensées qui m'arrivent, puis que je suis comme, qu'est-ce qu'est-ce que je vais faire? Et je pense que plus je continue l'exploration des trois principes, de comprendre, de vraiment approfondir ma compréhension, plus je suis capable de composer avec ça et je peux me faire confiance que n'importe quelle expérience, je vais être capable de composer avec. oui. Oui, et l'autre chose que je rajouterais à Jasmine, c'est que quand ton esprit a besoin de formuler des pensées neuves parce que la situation est neuve, ben c'est comme n'importe quelle pratique ou ouvrier où il faut un peu de temps pour que le travail soit fait. Ton esprit va pas te dire, tiens, voilà comment tu traites le décès de ta mère, tac, 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 boum, c'est fait. Non, pour moi, ça a pris beaucoup de mois après le décès de mon papa pour que mon esprit se calme. La différence, c'est que je savais que les travaux allaient prendre du temps. Alors, je n'étais pas pressé, je poussais pas. Je dis, tiens, je me sens un peu dérangé aujourd'hui. Sans doute les gars dans la chambre au fond qui font le coding, tu sais, ben, je suppose qu'ils sont en train d'avoir une pause ou ils ont des ennuis, ben, je ne vais pas les ennuyer, je vais leur permettre de faire le travail à leur temps. Parce que tu sais que c'est comme si quelqu'un qui est en train de travailler pour toi, tu n'arrêtes pas de rentrer dans le bureau, tu as fini, tu as fini, tu as fini. Ben, non, tu es en train de les déranger. Alors laisse-les tranquilles. Et des fois, ils vont faire leur travail très vite, des fois, ça va prendre plus de temps. Mais j'ai absolument confiance que n'importe quel sentiment, expérience que je peux avoir dans ma vie, mon esprit sait et saura comment le gérer si je lui laisse suffisamment d'espace. Et que je sois patient et je ne sois pas exigeant que ça se passe comme ça. Parce que Hmm. souvent, les problèmes
que l'esprit doit résoudre sont complexes. Le décès d'un parent, je ne sais pas quel âge tu avais, mais je parie que tu avais quelques années de pensée euh, liées, associées à ta mère. Ben, du jour au lendemain, comment est-ce que tu sais penser au fait que cette personne n'est plus là? Ben, Ouais, ça a été paisible, honnêtement, avec ma mère, mais il y avait des nouvelles pensées. C'est- il y avait des nouvelles pensées au niveau, tu sais, comme ma famille avait ses propres pensées, puis que là, il reflétait ce qu'il pensait, il m'en parlait, et ça me reflétait quelque chose d'autre, comme pourquoi ça a été calme pour moi? Tu sais, là, j'avais des pensées. Ouais, mais, mais ouais. pourquoi c'était correct? Pourquoi je pleure pas? Tu sais, comme là, tu comprends? C'était comme, Ouais. mais c'était ce que c'était, tu sais. Tu sais, il y a un modèle pour le deuil. On parle des 7 étapes de deuil. Ouais. Et ils sont attribués à une femme merveilleuse, Elizabeth Kubler-Ross. Et c'est quelqu'un qui a étudié qui a fait des entrevues, 167 entrevues avec des gens qui étaient en train de mourir. Puis des gens à l'hospice, ça y est, c'est la fin. Elle a trouvé que ces gens, elle les a trouvés en 7 différentes catégories. Il y avait des gens qui étaient dans le déni, il y avait des gens qui étaient apaisés, il y avait des gens qui étaient fâchés, il y avait des gens qui étaient déprimés. Alors, elle a simplement décrit 6 différents états. Elle ne les a jamais liés ensemble pour faire un processus. D'ailleurs, dans son dernier livre qu'elle a écrit juste avant sa mort, elle a dit, je ne sais pas pourquoi ma découverte sur l'état dans lequel 167 personnes se sont trouvées au moment de leur mort est devenu un processus que tout le monde doit suivre. Elle a dit, j'ai vu des gens qui n'ont fait qu'une étape du processus, j'ai vu des gens qui ont fait trois différentes étapes, et même ils sont revenus au premier, puis ils sont revenus au troisième. Il y a pas de façon de le faire. Et le problème avec une approche documentée de 7 différentes étapes, c'est que les gens sont poussés et obligés de passer par les étapes. Mais c'est pas vrai. Il y a des gens qui subissent des décès, des moments de deuil paisiblement comme toi. Il y a des gens comme mon client qui l'a perçu d'une façon traumatique. On agit tous différemment, mais le seul point commun, c'est que l'esprit sait gérer ton processus et c'est créer les pensées que toi tu as besoin, d'après qui tu es, d'après ce que tu as ressenti dans ta vie, d'après ce qui vient de se passer. Ton esprit, c'est créer d'une façon euh, fabuleuse les pensées dont tu as besoin. Et la seule chose que tu dois faire, c'est pas embêter les gens qui sont en train de faire le travail là-dedans. Et Ouais, le plus tu leur laisses la paix, le plus vite qu'ils s'en occupent et la plus vite qu'ils font du travail merveilleux. Et maintenant, pour moi, plus que 20 ans après le décès de mon papa, j'ai pas de souffrance du tout. Et j'ai rien fait, j'ai pas fait de stage, j'ai pas regardé YouTube, j'ai pas vu un thérapeute, on m'a pas parlé de ça. J'ai simplement laissé à mon esprit la place nécessaire pour créer les pensées nécessaires pour tenir cet événement d'une façon saine dans ma vie. Et où on n'a pas eu l'occasion parce qu'on n'avait eu pas l'âge, ou on nous a donné des conseils qui n'étaient pas bons, euh, on reste avec euh, une structure immature, insuffisante pour gérer la situation. Alors c'est pour ça que chaque fois que cette situation se passe, on retourne à ce modèle moins sophistiqué, moins juste, moins adéquat, parce que l'esprit n'a jamais eu le temps de faire un upgrade et d'améliorer la structure. Et je sais avec tout le travail que je fais avec des gens, on peut surmonter n'importe quoi si on permet à l'esprit de le faire. Et la façon de permettre à l'esprit, c'est d'expliquer aux gens comment l'esprit fonctionne. Comme ça, ils ne font pas de bêtises. Et deuxièmement, leur donner l'espace, s'ils le veulent, de soigner leur esprit, de soigner leurs pensées d'une façon saine et douce et gracieuse. oui, c'est ça, la douceur et d'être gracieux. Et je suis chanceuse, moi je suis difficile avec moi-même, je suis dure avec moi-même. Puis j'ai des amis comme Hervé qui est ici sur le webinaire qui est assez doux pour me le rappeler, tu sais.
Jasmine, t'es dure avec toi. Tu sais. Puis ça m'aide beaucoup parce que là, je commence à me rendre compte, ah, je suis dure avec moi, je suis correct. Fait que là, j'ai commencé, là, il me dit, flatte-toi. Fait que là, je me flatte, c'est correct. C'est correct. Mais je me rends compte aussi qu'il y a des choses que je vois pas, puis ça revient à ce que tu dis. C'est dans le fond, on se laisse pas vivre les choses. On, on Oui, les camoufle, on mange, on boit, on se drogue, fait qu'on vit jamais à travers ce qu'on a besoin de passer à travers, puis voir qu'est-ce qui se passe pour que oui. ça se règle. Oui. Les gens ne comprennent pas, le but de la vie, c'est pas d'être heureux. Les gens pensent que le but de la vie, c'est d'être heureux. Non, le but de la vie, c'est d'apprendre. Hmm. Et les choses qu'on apprend souvent sont difficiles. Je connais des gens qui ont des situations très difficiles. Je ne sais pas pourquoi ils le méritent. Ils n'ont pas l'air de le mériter. Mais ça apparemment c'est leur chemin, c'est leur voyage spirituel. Ils ont des choses à voir et des choses à apprendre dans cette vie. Et le plus que tu médites, le plus que tu gardes ton esprit calme, le plus que tu regardes à l'intérieur d'une façon saine, le plus que tu vas apprendre les choses que tu vas apprendre d'une façon gracieuse. Et pourquoi tu dois les apprendre, ça, je ne sais pas répondre. C'est peut-être on a fait quelque chose dans la vie précédente et dans cette vie, on doit faire le nettoyage ou payer la note, je ne sais pas. Mais pour moi, comprendre ce que je subis n'est pas une question à laquelle je passe du temps. Et j'essaye simplement de passer tous les moments et de les vivre pleinement, gracieusement, dur, facile et entre les deux. Ça, c'est la raison pour laquelle on est en vie. Yael, tu as un commentaire? Oui, moi j'ai l'impression que le sens de la vie, et quand je me suis dit ça il y a quelque temps, j'étais sur mon vélo, je me suis mise à pleurer de joie. Je me suis dit, mais en fait, le sens de la vie, c'est vivre. Oui, Et pas forcément, du coup, bien sûr, apprendre, ça fait partie de l'expérience de la vie, mais parce que moi, si je pars dans apprendre, alors je vais tomber dans le piège de intellectualiser les choses, etc. Alors que si je me dis, le sens de la vie, c'est vivre, pour oui. moi, cette formulation, tout de suite, elle me ramène dans le corps et dans le présent. Oui, ce qui est très important avec le périple spirituel qu'on passe durant notre vie, c'est qu'il n'y a pas une façon de le faire. On a chacun notre façon de le faire. Il y a des gens qui, pour eux, la nature, ça leur permet de passer le voyage. Il y a d'autres qui méditent, il y a d'autres la religion, il y a d'autres euh, qui trouvent un but. On dit en anglais, le mot purpose en anglais, c'est très populaire. Mais pour moi, si je regarde d'une façon profonde, on est un âme, on est divin, on est une particule, une étincelle de cette intelligence qui anime la vie. Et si tu écoutes les hindous, ils disent que notre but, c'est de se détacher de nos besoins matériaux et de notre ego pour qu'on redécouvre qu'on est divin. Et moi, ma façon de découvrir et de voir que je suis divin, c'est de passer toutes ces expériences et d'apprendre ce que la vie m'envoie comme apprentissage. Je vous donne un exemple très simple. Il y a une cliente à moi, ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble et il y a peut-être une dizaine d'années, elle s'est fait attaquer par quelqu'un dans la société avec une plainte anonyme au conseil d'administration qu'elle avait commis une fraude, elle avait volé de l'argent de la compagnie. Alors, comme toute accusation, il y a eu une investigation, ils sont venus à sa maison, ils ont pris tous les ordinateurs, son téléphone, etc. Et pendant 4 semaines, c'était extrêmement difficile parce que les charges étaient assez sérieuses. Alors, durant toute cette période, elle me disait, mais pourquoi ça se passe? Je suis juste une bonne personne, j'ai jamais rien fait de mal dans ma vie. On est en train de me traiter comme j'ai fait quelque chose parce que le mot innocent jusqu'à vous, on vous trouve coupable, non, ça marche pas tout à fait comme ça. Le fait qu'elle était investiguée, plus au travail, les enfants entendaient des rumeurs à l'école. Alors, elle a passé 4 semaines extrêmement difficiles. Alors, elle ne m'arrête pas de me dire, mais pourquoi? Et j'arrêtais pas de lui dire, je ne sais pas. Ton but, c'est de ne pas comprendre pourquoi. Ton but, c'est de passer par ce moment avec le plus de grâce que tu peux trouver malgré la difficulté.
Alors, 4 semaines se sont passées, ils ont trouvé que c'était pas vrai, c'était un piège par quelqu'un qui voulait faire du chantage. Cette autre personne a été renvoyée à la porte et tout s'est calmé. Et de nouveau, elle m'a dit, mais pourquoi j'ai passé ces 4 semaines difficiles? Et j'ai arrêté de lui dire, je ne sais pas. C'est sans doute l'univers voulait que tu apprennes ça et on ne sait pas pourquoi. Bien, il y a 2 ans, ça veut dire 8 ans plus tard, elle est maintenant PDG, CEO d'une grande société, une société publique. Elle s'est fait attaquer par un activiste. Et l'activiste l'a attaqué personnellement, attaqué sa famille, a attaqué les membres du board qui la soutenaient, a attaqué ses clients. Elle écrit des lettres à ses clients en disant pourquoi vous faites du business avec cette société. Et elle s'est fait attaquer d'une façon vraiment pire que la première fois. Et au milieu de tout ça, on était en train de faire des calls de coaching. Elle dit, je comprends pourquoi j'ai eu ce que j'ai eu il y a 8 ans. Si j'avais pas eu ce que j'ai eu, je ne saurais pas survivre ce que je suis en train de se passer. Je comprends maintenant pourquoi j'ai eu cette expérience. Cette expérience, c'était pour me préparer pour ce qui est en train de se passer maintenant, parce que c'est beaucoup plus grave. C'est une société cotée en bourse. Maintenant, je suis le CEO. J'ai un impact beaucoup plus grand que j'avais il y a 8 ans. Et maintenant, c'est difficile, c'est extrêmement difficile. Je me sens terriblement visé, mais je sais comment m'en sortir parce que j'ai déjà vécu ça. Alors, il y a 8 ans, elle ne savait pas pourquoi ça s'est passé, mais il y a 2 ans, elle a compris. Et ce que j'arrête pas de dire aux gens, c'est souvent on ne comprend pas pourquoi on apprend quelque chose. Mais juste, faut être, faut avoir la foi que la vie sait bien se mener et la vie nous envoie les choses qu'on a besoin de subir. Et comme tu dis, Yael, il faut les vivre pleinement, il faut les embrasser, il faut les prendre dans ses bras, le bon, le mauvais et le, et le comment on dit, the vile, yeah, the good et le moche. On dit en anglais, the good, the bad and the ugly. Le bon, le mauvais et tout ce qui est moche. Et le prendre avec autant de grâce qu'on peut trouver dans le moment et savoir qu'on est en train de passer un moment difficile pour une raison ultérieure qu'on va peut-être jamais comprendre. Alors ça, quand je me rappelle de ça, ça me soulage que je suis en train de passer un moment d'apprentissage que j'ai pas souhaité, j'ai pas demandé, que je ne veux pas, mais je sais que ça va me faire du bien. Et à un niveau universel, il y a un sens derrière ce qui est en train de se passer. Et c'est pas mon job de me plaindre ou de questionner, c'est mon job simplement d'y passer, de vivre pleinement le moment, même si le moment est difficile. Très bien, je crois qu'on arrive à la fin de notre webinaire, on a même dépassé un petit peu. Écoute, je te remercie beaucoup, Un Robin. C'était plaisir. un très bon webinaire et on a couvert beaucoup de choses. Je te remercie d'être fidèle dans les trois principes francophonie. On n'a pas tellement de francophones qui peuvent venir nous aider dans ces webinaires. Donc, je te remercie beaucoup. Et puis, Je vais je vous prendre une remercie petite tous note. d'être là. Oui, Je peux prendre une petite note juste pour aviser les gens. Le prochain webinaire, c'est le 23 octobre et ça va être une exploration d'une vidéo de Sydney Banks. Donc, ça sera le secret de l'esprit. Si vous voulez vous joindre à nous, vous pouvez aller sur 3pfrancophonie.org pour vous inscrire. très bien. Merci beaucoup, Jasmine. Robin, merci encore. Et puis, je te souhaite une bonne soirée en Europe. Oui, c'est un plaisir d'être avec vous de nouveau et puis tout le monde, passez une bonne fin de journée, bonne soirée. Encore merci de l'invitation. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.